Si vous voulez bien, on va passer à un sujet beaucoup plus moderne, si je puis dire, puisque c'est l'ulcère gastro-duodénal qui, dans sa réalité, est connu en fait depuis le 19e siècle et dont l'histoire récente nous a montré que la médecine n'était pas toujours quelque chose de facile. Alors, Jean-Louis Béraud, pour nos amis d'histoire de la médecine, était chirurgien à Saint-Joseph, puis il est passé, voilà, puis il est membre de l'Académie depuis déjà de nombreuses années. On est également en interne ensemble il y a un certain temps. Et je crois qu'il s'occupe des affaires plutôt éthiques de l'Académie où il organise chaque année une session. Voilà. Mon cher Jean-Louis. Monsieur le Président Bonichon, mes chers collègues, je te remercie de m'avoir permis de discuter un petit peu de ce sujet passionnant. Alors le titre de Philippe Bonichon qui m'a proposé, c'était celui-ci. Il faut le nuancer un peu et nous allons essayer de le faire, notamment concernant la mort de cette maladie. Alors voilà les deux protagonistes, l'acidité depuis longtemps et le microbe Campylobacter, Helicobacter maintenant depuis peu. Avant la Renaissance, Elkos en grec, ulcus en latin, l'origine du mot ulcère, c'est une plaie à vif, c'est une infection qui ronge. À la Renaissance, on commence à parler de lésions gastro-duodénales. Alors le problème, comme nous l'avons vu tout à l'heure, c'est que l'anatomie des organes profonds était extrêmement difficile à analyser et beaucoup de lésions gastriques, l'estomac est complètement nécrosé, n'était pas possible. Mais certains auteurs, Fernel et Forestus qui était l'Hippocrate hollandais, très connu, parlait des humeurs irritantes du cerveau, des abcès locaux. Déjà, on distinguait causes externes, causes internes. Ensuite, Morgagni a commencé à décrire des perforations. Bass a parlé de l'origine infectieuse, de la syphilis, des lésions spasmodiques et vasculaires. Déjà, on parlait des troubles vasculaires, des humeurs corrosives, des micro-organismes, miasmes vénériens, des anomalies du péristaltisme. La diététique était défectueuse. Et il est vrai qu'à cette époque, les gens mangeaient très mal et il y avait beaucoup d'empoisonnement. Les émotions, on parlait déjà des émotions. Puis, Percy, Chaussier ont décrit les perforations. On pense déjà qu'il y a un déséquilibre entre la capacité de la muqueuse à sécréter du mucus et celle des glandes à sécréter l'acide et les enzymes pour attaquer. Brousset développe son concept d'inflammation. Son fils décrit les duodénites en insistant sur ce sujet. On commence à différencier l'ulcère gastrique qui est fréquent et l'ulcère duodénal qui est rare à l'époque. Et puis arrive Jean Cruvelier et von Rotitansky qui décrivent très précisément l'ulcère avec ses lésions anatomiques précises. Et d'ailleurs, même dans les pays anglo-saxons, on parle toujours de l'ulcère de Cruvelier. On passe donc de la médecine dogmatique, Galien, théorie des humeurs, l'inflammation de Brousset, à la médecine des anapathes, André Vézal, des physiologistes et des bactériologistes. Et puis la psychosomatique pointe son nez en 1876. Mais il y a l'hypothèse infectieuse qui ressurgit périodiquement. Elle est évoquée depuis toujours. Mais Arthur Böttcher, un Allemand en 1874, cité par un Tchèque, Laval, a vu des micro-organismes dans la paroi et le fond des ulcères. Ils peuvent donc survivre dans le suc gastrique, ce qu'on considérait comme impossible. Il évoque une relation de causalité. Et Gott, dans une thèse de 1899, dit « Tout nous permet de croire que la nature de l'ulcère est bactérienne, mais nous ne pouvons l'affirmer dans les conditions de nos examens. » En effet, la bactériologie était balbutiante. Bouvray, en 1993, cette invasion microbienne est secondaire plutôt que primitive. Potin, en 1989, le suc acide pour provoquer l'ulcère attaque une muqueuse altérée par traumatisme, embolie ou action d'agents infectieux qui altèrent les tissus. Et puis il est sur la bonne piste, et puis il repart sur la mauvaise piste en disant que l'ulcère duodénal des femmes est dû au corset trop serré. Deux thèses, celle de Le Renard et Collin. La théorie infectieuse ou parasitaire de l'ulcère coordonnerait de manière saisissante les différentes théories qui se disputent encore de nos jours l'honneur d'expliquer le mécanisme de l'ulcère. En 1987, un vibrio appelé Vibrio rugula est isolé par un pathologiste polonais dans du liquide de lavage d'estomac humain. Et puis ça passe dans l'oubli. Plusieurs auteurs découvrent dans l'estomac de l'animal et l'homme des bacilles spiralés. C'est l'époque pastorienne, et comme c'est l'époque pastorienne, on pense à l'origine bactérienne de nombreuses infections.
Dieu Laffoy, en 99, décrit les érosions pneumococciques de l'estomac. Fernand Vidal, en 1904, sans nul doute, l'infection est à l'origine de certains ulcères perforants. Si on attend de trouver le microbe pathogène sur les bords ou le fond d'ulcère, le problème risque de ne jamais trouver sa solution. Albert Mathieu, en 88, évoque les travaux de Butcher. La cause première de l'ulcère peut être bactérienne. Sur la muqueuse dénudée peuvent pénétrer des bactéries capables d'aider le travail destructeur qui se produit. La bactérie spiralée est retrouvée chez l'homme. En pratique vétérinaire, alors que tout le monde n'écoute pas les vétérinaires qui ont déjà décrit ces choses-là, puis cette étiologie est occultée par d'autres hypothèses. Et puis il se trouve que 60 ans plus tard, un grec, John Nikoudis, étant convaincu de l'origine infectieuse de l'ulcère, car il y avait un ulcère duodénal qui se traitait par antibiotiques avec succès, a essayé en Grèce puis à l'étranger de publier ses résultats. Il avait soigné beaucoup de patients. Il n'a jamais réussi à se faire publier. Il est mort dans l'oubli quelques années avant la découverte de l'hélicobactère, malheureusement. Le psychisme. Alors ça, c'est un problème, ça a donné lieu à énormément de publications et ça fait un peu sourire aujourd'hui. La psychosomatique est née dans les années 30, puis elle s'est développée en 1876, il y a eu des travaux très importants. La psychanalyse est née. Alors, si on lit l'ulcère, si on lit ce que disait Franz Alexander, un des psychosomaticiens les plus célèbres, l'ulcère est la somatisation d'un conflit psychique inconscient. C'est un conflit entre le désir d'être entouré d'affection et la recherche de l'indépendance avec hyperactivité. L'ulcère affecte avec prédilection les personnes de type passif, atteintes d'une dépendance orale, qui, dans l'expectative de l'amour d'autrui, éprouvent le besoin de manger, ce qui, comme le chien de Pavlov, stimule la sécrétion gastrique excessive et ulcérative. Jean Delay, en 1950, un conflit psychique se trouve remplacé par un symptôme somatique dans lequel il s'incarne. Il utilise la narcoanalyse. Serge Bonfils, en 1961, c'est pas vieux, décrira 4 types de patients selon leurs oscillations psychologiques, ce qui rappelle très précisément les descriptions d'Ambroise Paré, dont nous parlions tout à l'heure. La personnalité inhibée de l'ulcéreux a pour avatar l'ulcère lui-même. Et on en a écrit beaucoup, il y a même eu des interventions neurochirurgicales, il y a même eu les hémorragies digestives et les hystériques, etc. La physiopathologie. La physiopathologie, elle est née assez récemment, bien sûr, puisque jusque dans les années 1850, on ne savait pas grand-chose. On a mieux connu les facteurs d'agression, l'acidité gastrique. Schwartz, en 1910, émet le dogme « no acide, no ulcère ». On commence à mieux comprendre le mucus. On découvre le syndrome de Zollinger-Ellison en 1955. La gastrine est dosée pour la première fois, est isolée en 1964, et on oublie un peu les microbes. Mais par contre, on sait que l'aspirine, les anti-inflammatoires, le tabac, les facteurs héréditaires et le stress sont très importants. Et on sait que le stress probablement agit d'une façon différente par des ulcérations aiguës, probablement ischémiques. Les explorations maintenant. Beaucoup de tubages ont été pratiqués car en fait l'hyperacidité était archi-étudiée chez l'homme, chez l'animal, pour essayer de faire avancer les choses avec les différentes thérapeutiques. La radiologie, avec le barium, avec d'abord le bismuth puis le barium, a été développée par Guttmann, qui était extrêmement connu, qui avait développé son test radioclinique et qui arrivait à faire des diagnostics de cancer d'estomac sur des niches un peu atypiques, qui étaient absolument extraordinaires. Il travaillait avec Jean Gosset, le chirurgien, qui avait toute confiance. Mais il est probable quand même, vu la difficulté de cette sémiologie, que des gastrectomies ont été pratiquées peut-être pour pas grand-chose. L'endoscopie a d'abord été rigide, puis semi-rigide. Alors on ne voyait pas grand-chose, on voyait un peu le fondus, et puis, mais c'était dans les années 20, puis les endoscopes souples avec les fibres de verre qui conduisaient la lumière est apparu. Et ça a été un énorme essor. Il faut citer François Moutier, gastro-entérologue français extrêmement célèbre à l'époque, qui a beaucoup publié sur l'endoscopie et qui a donné des iconographies magnifiques puisqu'il travaillait avec une aquarelliste qui dessinait ce qu'il voyait en endoscopie puisqu'il n'avait pas de photo à l'époque. Le traitement médical. Alors parmi tous les traitements médicaux, et il y en a eu beaucoup, les régimes lactés étaient très à la mode, puis ensuite on a essayé une foule de choses, l'histidine, l'oxyferris carbone, le fer, les antiacides, les alcalins qui donnaient des tas d'ennuis, l'atropine aussi. Le bismuth, en fait, il marche probablement parce qu'il a un effet antibactérien. Et puis ensuite, les anticholinergiques se sont améliorés très nettement, de même que les prostaglandines. Mais malheureusement, ces médicaments n'ont pas eu un grand succès parce que même s'ils étaient efficaces, la cimétidine est arrivée. Les anti-H2 sont arrivés en 1972 avec un prix Nobel de M. Black et ça a été une révolution puisque les malades ne souffraient plus.
Et on verra que la chirurgie de la vagotomie a effectivement amorcé une grande décrue à ce moment-là. Et puis ensuite, en 87, nouvelle révolution, les inhibiteurs de la pompe à protons qui agissent sur la cellule pariétale elle-même d'une efficacité redoutable. Citons les protecteurs muqueux. Alors la chirurgie. La chirurgie, il y a eu des tentatives absolument admirables avec quelques guérisons par des drainages de perforations, même par des sutures, mais il est évident que jusque dans les années 1880, ça n'allait pas très loin. On a essayé des gastro-entérostomies avec effusion d'ulcères, et puis ensuite, ça a été la grande époque de la chirurgie d'ulcères, gastrectomie et vagotomie. Alors Jules Péan a réalisé la première gastrectomie partielle à Paris, à la clinique Saint-Jean-de-Dieu en 1879, une malade qui avait un cancer de l'antre, et malheureusement la patiente n'a pas survécu. Villerotte, lui, a réalisé aussi une gastrectomie partielle pour cancer en 1881, et la patiente cette fois-ci a survécu. Ensuite, Péan a eu de grands succès, Villerotte, Finsterer, Polya, les grands noms de la chirurgie, avec l'école française, l'école allemande et l'école autrichienne. La vagotomie. La vagotomie, Jaboulet, grand chirurgien lyonnais, aurait décrit et réalisé la première vagotomie en 1901 pour un cancéreux qui avait des douleurs atroces. C'est Dragstedt, physiologiste et chirurgien, qui a décrit pour traiter l'hyperacidité la vagotomie thoracique en 1941. Et puis Wertheimer et Latarjet, une équipe lyonnaise très brillante d'anatomistes, a publié en 1922 à l'Académie de médecine une description de tous les nerfs de l'estomac, extrêmement rigoureuse. Et en fait, on voyait déjà que la vagotomie sélective et hypersélective étaient déjà là. Donc la vagotomie tronculaire ne marchait pas bien parce qu'on ne faisait pas de drainage. En 1946, Dragstedt commence à drainer par pyloroplastie ou gastro-entérostomie. Ensuite arrive la vagotomie sélective en 1948, qui a eu un gros succès, puis l'hypersélective en 1967. La vagotomie sélective conservait les rameaux hépatiques, la vagotomie hypersélective conservait l'innervation de l'antre. Puis ensuite, une petite amélioration, la séromyotomie antérieure. Ces interventions étaient magnifiques puisque on pouvait voir à peu près 10% de récidive, les effets secondaires de la vagotomie tronculaire qui étaient à peu près annihilés, surtout avec l'hypersélective. Le problème, c'est que ces interventions sont arrivées sûrement un peu trop tard, alors que si on avait pu utiliser ces techniques à l'époque de Dragstedt, si on avait lu Latarjet et Wertheimer, peut-être qu'on aurait pu avoir moins de mutilations, car les vagotomies tronculaires donnaient tout de même pas mal d'ennuis. Et puis est arrivé le traitement médical très puissant, et ces interventions se sont quasiment éteintes. Dans les ulcères compliqués, Jean Quenu, en 1947, à l'Académie, ici même, publie une série de patients présentant un ulcère perforé traité par la méthode de Taylor, avec sur 24 patients de très bons résultats. Et cette méthode de Taylor est toujours utilisée. Les hémorragies et les sténoses, qui sont les grosses complications et qui existent toujours, car en fait les ulcères compliqués existent toujours de façon non négligeable aux urgences, on effectue de plus en plus des traitements par interventionnels et moins par chirurgie directe. Alors voilà les deux héros dont on va raconter brièvement l'histoire. Robin Warren, anatomopathologiste, Barry Marshall, gastro-entérologue. Ils se sont connus à l'hôpital de Perth en Australie et ils ont découvert en 1982 l'Helicobacter. L'histoire raconte que la culture est très difficile, il y a des colorations argentiques. Ils avaient laissé traîner une boîte de pétri un week-end de Pâques et d'habitude ils regardaient les lames au bout de 3 jours et là ils ont regardé au bout de plusieurs jours car ça avait traîné et on a découvert le poteau rose. Mais leur esprit était préparé. Marshall, ils n'ont pas du tout convaincu la communauté. Et Marshall s'est inoculé volontairement en 1984 de l'hélicobactère. Il a une gastrite sévère. Il s'est fait traiter par antibiotiques avec succès. Et cela a donné quand même un coup d'envoi à un regard différent de la communauté médico-chirurgicale. Ils ont publié en 1984 dans Lancet leurs premiers résultats, mais il a fallu beaucoup de temps. En effet, déjà, heureusement, en 1987, une équipe française, la Mouliac, dans gastro-entérologie clinique et biologique, publie des résultats montrant l'intérêt de l'antibiothérapie dans l'ulcère pour traiter l'hélicobactère. Mais il faut attendre 1994 pour que les autorités américaines et l'OMS insistent sur l'importance fondamentale pour l'ulcère et pour le cancer. En
En octobre 1995, une conférence de consensus de l'ANDEM. En octobre 2005, enfin le prix Nobel, 23 ans après. Donc ce bacille gram-négatif flagellé, qui est très répandu dans le monde, environ 50% de la population, c'est énorme, peut-être 25-30% en France, est très intéressant pour les chercheurs. L'Institut Pasteur travaille énormément dessus. Il a une virulence variable. On se demande pourquoi et comment il est toléré par l'homme depuis l'aube de l'humanité, puisque sa génétique est un traceur de l'histoire de l'humanité, utilisé par les anthropologues. Il sécrète cette uréase qui transforme l'urée en ammoniac et en CO2, ce qui permet de neutraliser l'acidité. On dit que 90% des ulcères duodénaux sont porteurs de l'hélicobacter, 70% des ulcères gastriques. Aujourd'hui, il semble que ça soit un petit peu moins. Il faut savoir que 10% sur une population, 10% de patients porteurs feront un ulcère, 0,1% un cancer de l'estomac et encore moins un lymphome de Malte. Alors, est-ce la fin d'une maladie? Alors, ça n'est pas sûr parce que même si aujourd'hui, en discutant avec les collègues gastro-entérologues et les chirurgiens, on voit que des ulcères duodénaux, on en voit encore, mais ils sont vite traités efficacement, malgré quelques résistances antibiotiques qui commencent à survenir, et surtout, ils ne récidivent pas. Mais l'ulcère aujourd'hui, on voit deux sortes de choses. On voit les personnes âgées qui prennent des anti-inflammatoires et les grands tabagiques qui ont des ulcères, les complications toujours présentes, notamment les hémorragies, les perforations, également les sténoses. Les ulcères de stress qu'on voit en réanimation et en neurochirurgie parce qu'il y a sûrement un facteur différent cause de ces ulcérations aiguës avec problème en ischémie. Ce n'est pas le même mécanisme. Et alors demain, y aura-t-il encore un chapitre à écrire? Sûrement parce que l'hélicobacter est une bactérie qui n'a pas encore donné tous ses secrets et le rôle de l'hyperacidité est toujours bien réel. Soulignons le modèle de ténacité de ces deux chercheurs qui, malgré les sarcasmes de beaucoup de leurs collègues, ont eu assez de bagages dans leur explication théorique pour tenir le coup. Alors, un des grands débats, toutes les maladies sont-elles infectieuses? Alors, c'est très à la mode, puisqu'actuellement, on parle beaucoup de la maladie de Crohn, on parle beaucoup des troubles du comportement alimentaire, de la maladie de Parkinson, du spectre de l'autisme, de la maladie ménière avec des virus lents dans la cochlée, etc., etc. C'est une voie de recherche absolument extraordinaire. Et en terminant, Jean Burger, la discipline logique renforcée, affinée par l'essor scientifique demeure réservée à une faible minorité d'hommes. C'est une très triste de faire croire le contraire. C'est sévère, mais peut-être tout de même assez juste. Et Stuart Mill, à propos des collègues qui ne voulaient pas écouter leurs deux collègues australiens, puis dans le monde entier, s'il s'était trouvé que les vérités géométriques puissent gêner les hommes, il y a longtemps qu'on les aurait trouvées fausses. Je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Louis. C'est un exposé très complet et passionnant. C'est, comme tout à l'heure, une enquête policière réussie. C'est pas fini parce qu'on découvre de nouvelles choses à chaque fois. Bien sûr. Dans l'histoire de cette maladie. Moi, ce qui me frappe, parce que j'ai le micro, je vais dire un tout petit mot, c'est le fait que la bactérie n'est poussée que plus tard que prévu et qu'on était en week-end. La sérendipité. Oui. Non, pas la sérendipité, puisqu'il cherchait quelque chose. Oui, c'est vrai, il était préparé. Non, la sérendipité, c'est la découverte de la pénicilline. Tout à fait. Parce que là aussi, il y avait une boîte de pétri qui était restée à la fenêtre, il n'y avait plus de microbes et il y avait des champignons. Alors on aurait dit, bon, on jette les champignons, hein, c'est pas ça qui nous intéresse. Il a dit, on garde les champignons parce que peut-être ont-ils joué un rôle dans la disparition des microbes. Merci bien. Je vous remercie, j'ai appris beaucoup de choses. Je voulais simplement juste noter que vous avez oublié l'année du bicentenaire de la mort de Napoléon, que Napoléon est mort d'un ulcère perforé bouché, et au moins 2 membres de sa famille, le père et probablement la reine Elisa Bacchioni. Hein. Donc, voilà, c'était tout ce que je voulais vous signaler. Je pense qu'il n'y a pas d'hérédité dans la question entre la famille Bonaparte, enfin le père, Napoléon et sa sœur. C'est tout.
Je ne l'ai pas rajouté parce que ça faisait déjà assez long, mais effectivement, il y a eu une émission assez récente. Est-ce que c'est vraiment un ulcère perforé bouché? Ça, c'est sûr. Mais est-ce qu'il était dégénéré ou pas? C'est probable. Et dans la famille, apparemment, il faudra creuser, mais il n'y a pas de maladie familiale. Mais il avait sûrement un vieil ulcère qui a cancérisé probablement et qui s'est perforé bouché à la fin de sa vie. Tout à fait. On raconte que le peintre Soutine est mort d'un ulcère perforé traité par Gutmann avec les moyens du bord et qu'il a fait une perforation d'ulcère létale. Oui, moi, je voulais t'interpeller sur l'ulcère de stress. Alors, c'est vrai que, surtout à notre génération, on avait connu beaucoup de patients qui avaient des complications d'ulcères gravissimes, dont d'ailleurs 25% mouraient en réanimation. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que quand les médecins ne savent pas, ils disent c'est le stress. Quand les patients cherchent, c'est facile de dire c'est le stress. Donc, probablement, cette histoire d'ulcère de stress, c'est probablement des causes idiopathiques qu'on ne connaît pas encore. Ça met en jeu dans ces situations aiguës, en particulier en réanimation, tout un tas de mécanismes physiologiques. Et on peut imaginer qu'un jour, en plus d'une cause infectieuse, il y aura un facteur surajouté qu'on va identifier. Et donc l'ulcère de stress, ça reste une part mystérieuse de cette maladie. Comme dans beaucoup d'autres maladies d'ailleurs. Mais alors voilà. Oui. Pour répondre, les théories comment dire, psychiatriques, psychologiques, il y a des choses effrayantes qui ont été dites. Mais sur le tempérament anxieux, bon, ça ne va pas très loin. Par contre, pour l'ulcère de stress, il semblerait qu'il y ait quand même un substratum physiopathologique particulier, des ulcérations aiguës de l'estomac et du duodénum, avec un facteur ischémique, qui peut-être vont conduire à des nouveaux travaux pour rapprocher. Et on parle des malades neurochirurgie, des malades transplantés, et des traumas crâniens et des malades de réanimation. À creuser. donc ce sont des ulcères ischémiques, mais pas de stress. Oui, tout à fait. Est-ce que tu as une explication, à partir du moment où il y a la fameuse bactérie, pourquoi il y a des malades qui font des grandes gastrites hémorragiques et pourquoi d'autres font des ulcères? Est-ce que c'est le rapport entre la qualité de la muqueuse? Il y a quand même des choses mystérieuses, et c'est la même chose ici, j'allais dire le carcinome in situ de l'estomac. Et donc, on connaît un certain nombre de choses, mais bon, il y a une bactérie, il y a de l'acidité, mais il faudrait qu'on améliore encore nos connaissances sur le rapport entre le primum movens. Est-ce que c'est la bactérie qui chatouille la muqueuse et l'acide qui troue, ou est-ce qu'au contraire, c'est l'acide qui étend quelque chose et après la bactérie qui vient manger? Moi, je reste, si tu veux, encore sur ma faim concernant l'histoire complète de la gastrite, j'entends au total, puisqu'il y a beaucoup de gens qui meurent, vous avez vu tous, qui est chirurgien digestif, des gastrites en nappe, où ça se met à saigner partout et on ne sait pas très bien quoi faire. Voilà. Je l'ai un peu laissé entendre, c'est-à-dire que on ne connaît pas tout, il y a encore des choses mystérieuses, parce qu'il y a des ulcères hélicobactères négatifs, des relations acidité-hélicobactères sur le mucus et la muqueuse, il y a encore des tas de choses à trouver. Et dans les gastrites hémorragiques diffuses, il y a sûrement quelque chose de particulier. Il y a ceux qui sont hélicobactères positifs, ceux qui ne le sont pas. Je pense que c'est des voies de recherche. Ce qui est plus inquiétant, c'est que comme on est tous de la même période d'internat, c'est qu'est-ce qu'on s'est emmerdé à apprendre les niches? Qu'est-ce qu'on nous a donné du dogmatile et du machin? Il est stressé. Et enfin, vous rappelez les radiologies, des heures à passer pour regarder la niche. Et puis, je vous rappelle aussi la douleur qui fait mal avant le repas, la douleur qui fait mal avant le repas. Je disais ça tout à l'heure. Et on a passé des heures dans les questions d'internat qui étaient... Oui, mais en même temps, qu'est-ce qu'on s'est amusé à faire des vagotomies hypersélectives? Oui. Et qu'est-ce qu'on s'est disputé? Moi, je me souviens dans les staffs... Non, il faut faire une entrectomie, vagotomie, il faut faire une vagotomie hypersélective, il faut faire une vagotomie suprasélective, il ne faut pas oublier le rameau criminel de Gracie, etc. etc. Ça en a fait couler beaucoup d'encre et de disputes. Non, moi, je voudrais faire une remarque, si vous voulez bien, sur l'histoire de la médecine en général. Regardez, c'est tout à fait particulier. Il faut être préparé à la découverte. Parce que là, la théorie infectieuse, mais elle existe depuis 150 ans. 150 ans. Depuis 150 ans, il y a des gens qui ont dit, mais l'ulcère est une maladie infectieuse. Et puis,
Et ce n'est découvert que par deux gars qui, en fait, appliquent, mais c'est valable pour des tas de choses. Je vous présenterai tout à l'heure Joubert. Joubert explique très bien la diastole et la systole au niveau du cœur. Il explique que le sang sort en jet des artères. Il est incapable de faire le rapport entre le cœur et la projection intérieure. Et il faut avoir tout d'un coup, on appelle ça le génie, mais tout d'un coup, en fait, c'est un souci très exacerbé d'observation pour faire le lien entre deux choses qui sont générales depuis longtemps. On pourrait prendre Pasteur aussi, tout a été... voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour notre ami Jean-Luc? Quand on a découvert l'hélicobactère, bon, ça devenait clair, mais auparavant, sur quel argument? Il a bien dit que... Depuis 150 ans, on parle d'infection, mais Non, il y avait... Jean-Louis répond, tu l'as bien dit, ça, que ils ont trouvé, les Allemands ont trouvé... Plusieurs pathologies depuis 100 ans, quand la bactériologie s'est améliorée, qui ont décrit des fibrilles, des bactéries qui ressemblaient étrangement à l'hélicobactère. Ils sont publiés, mais ça a été complètement dans l'oubli parce que c'était des réalités publiées. D'ailleurs, aujourd'hui, on dit qu'ils ont découvert l'hélicobactère, déjà décrit par Butcher il y a 100 ans avant. Donc, il a fallu l'expérience de Marshall avec le fait qu'il ait absorbé des hélicobactères avec une... Il a appliqué le principe de Corse, c'est-à-dire il a dit on va trouver une relation de cause à effet direct, et ça a convaincu la communauté, effectivement. Le rôle pathogène réel. Bon, merci beaucoup Jean-Louis.